Bien. Alors, tout est OK. Donc, bonsoir, chers collègues, et bienvenue à cette session de masterclass, ce séminaire didactique de pré-rentrée qui s'inscrit dans l'ordre de nos activités, les activités de l'association des Hispanistes du Cameroun, qui est une association culturelle et académique d'artistes scientifiques, qui édite quelques revues, qui a organisé des colloques internationaux, des congrès internationaux, qui effectivement dans son agenda a inscrit une série depuis quelques années déjà, de façon mensuelle, de façon régulière, des webinaires, des masterclass où des experts viennent entretenir les collègues sur des questions de didactique, des questions pertinentes qui pourraient leur être utiles dans leur carrière ou bien dans leur dans leur pratique de tous les jours en tant qu'enseignant. Donc, je suis ravi de vous présenter le docteur Eric Achille Nkor Bekono, qui est une personnalité camerounaise reconnue dans le domaine de l'éducation, de la culture, de la politique et de l'humanitaire. Il est une figure intellectuelle engagée dans la réflexion sur les enjeux éducatifs et sociaux en Afrique, tout en s'investissant. Il s'investit aussi dans les actions humanitaires et des analyses politiques. Pour ceux qui le connaissent, il l'aurait déjà aperçu ça et là dans les télévisions en tant qu'expert, analyste politique. Il est né à Ebolova. Il a suivi un parcours académique remarquable avec une thèse de doctorat, PhD en sciences de l'éducation. Il est aussi passé par l'école normale supérieure, que je connais bien. Sa carrière académique s'est construite autour de sa passion pour la pédagogie et l'innovation éducative. Ses recherches portent principalement sur l'amélioration de la qualité de l'enseignement en Afrique, avec une attention particulière portée à l'adaptation des systèmes éducatifs aux besoins des élèves dans des contextes multiculturels et multilingues. En tant que chercheur en sciences de l'éducation, il se distingue par ses travaux sur la didactique des langues et la manière dont les approches pédagogiques peuvent être adaptées à la réalité des élèves africains. Il a notamment exploré des modèles éducatifs intégrant les langues locales et l'enseignement interculturel en cherchant à trouver des solutions adaptées aux défis du système éducatif camerounais et de façon plus globale africain. Les recherches docteurs sont publiées dans plusieurs revues, effectivement, on peut les consulter. Il est aussi enseignant, chercheur à l'université de Bolova, il est inspecteur pédagogique, il est aussi enseignant à l'école normale supérieure de la même université et il contribue activement à la formation des futurs enseignants en mettant l'accent sur des approches pédagogiques modernes adaptées aux réalités empiriques locales, pédagogie adaptée et contextuelle. Donc, il est aussi membre du comité scientifique de plusieurs revues, dont de la revue Hybride, que j'ai l'insigne honneur de présider, qui est à son 6e numéro avec 3 numéros spéciaux publiés, des actes de colloques, etc. Donc, c'est un membre de la société civile, il est engagé dans des actions humanitaires. Grâce à cet engagement humanitaire, le docteur a été récompensé par plusieurs prix, dont le prix d'excellence africaine en action sociale et humanitaire en 2025, donc c'est récent. Ce travail humanitaire est largement reconnu pour sa capacité à allier solidarité, respect des droits humains et développement durable. En parallèle de ces activités académiques et humanitaires, le docteur est aussi un écrivain engagé et, comme je le disais à l'entame de mon propos, analyste politique. Ces différentes publications touchent une variété de domaines, notamment les questions d'éducation, de la gouvernance, les réformes politiques en Afrique. En tant qu'analyste politique, il se distingue par des critiques constructives des systèmes politiques africains qu'il analyse à travers un prisme de réforme sociale, de bonne gouvernance et de développement durable. Il a par exemple publié des analyses sur les remaniements gouvernementaux et les impacts des décisions politiques sur la société camerounaise. Le docteur Achille est
un intellectuel et un activiste social profondément investi dans la transformation de la société camerounaise et africaine dans son entièreté. À travers ses recherches en sciences de l'éducation, il plaide pour une réforme du système éducatif afin de mieux répondre aux besoins des jeunes générations et de les préparer à un monde, en constante évolution. Son engagement humanitaire et ses analyses politiques visent à promouvoir un développement plus inclusif et durable pour le Cameroun et l'Afrique. Pour finir, pour ne pas être long, il reste un défenseur ardent de l'éducation de qualité, de l'autonomisation des jeunes et de la justice sociale, avec l'espoir que ces contributions continueront à inspirer un changement positif et durable dans la société camerounaise et au-delà. Alors, aujourd'hui, le docteur Achille va nous entretenir sur une thématique importante, l'enseignement des langues étrangères à l'aide de l'APC, approche par les compétences, le process. En fait, l'objectif est de préparer les enseignants, de préparer et enseigner, comment préparer et enseigner une leçon selon l'approche par les compétences, quelles sont les précautions à prendre, quelles sont les étapes à suivre, quel est le process pour l'évaluation même dans ce contexte-là et comment gérer par exemple l'autorité et la diversité en situation de cours en APC, parce qu'on peut comprendre que dans cette diversité, ce melting pot de culture, de personnalité, d'individualité, c'est très compliqué d'appliquer l'APC avec aussi le contexte matériel dont l'effectif pléthorique, le manque matériel, etc. Donc, le docteur Achille, je lui passe la parole afin qu'il puisse nous entretenir et je vous invite à noter des questions que vous allez lui poser à la fin de son propos. Le docteur Eric Achille, encore, quand vous voulez. Bonsoir à vous, docteur Essomé. Bonsoir à l'ensemble des enseignants des langues étrangères qui sont connectés avec nous pour évoquer de cette question relative à l'enseignement des langues étrangères à l'ère de l'APC, le process. En fait, permettez-moi de m'acquitter d'une civilité, celle de remercier l'association des enseignants d'espagnol qui a bien voulu me donner l'opportunité d'évoquer cette importante question à l'aube de la rentrée scolaire 2025-2026. Alors, vous l'avez si bien rappelé, l'objectif est de préparer et enseigner, de savoir comment préparer et enseigner une leçon selon l'approche par les compétences, les précautions à prendre, les étapes, l'évaluation, comment gérer l'autorité et la diversité en situation de cours en APC. Donc, docteur, vivement merci de m'avoir associé à ce webinaire. Alors, l'apprentissage d'une langue étrangère, loin des communautés parlant cette langue, suscite généralement d'énormes difficultés pour les apprenants. Et les approches pédagogiques en constante mutation nécessitent des réflexions permanentes pour mieux les adapter à l'enseignement des langues étrangères qui jouent un rôle axial dans la professionnalisation des enseignements. Et on se souvient que l'année 2024-2025 était justement axée sur la professionnalisation des enseignements au ministère des enseignements secondaires. C'est dire à quel point l'État et les pouvoirs publics de manière générale ont un regard sur les approches pédagogiques qui visent justement la transformation du système éducatif camerounais. L'enseignement des langues étrangères a connu une évolution significative ces dernières années, passant d'une approche traditionnelle à une approche centrée sur les compétences communicatives. L'APC, qui met l'accent sur le développement des compétences langagières pratiques, à savoir l'écoute, la parole, la lecture et l'écriture, est devenue une référence dans l'enseignement des langues étrangères en général
et plus dans l'enseignement, j'allais dire en général, et plus spécifiquement l'enseignement des langues étrangères. Au Cameroun, depuis 2012, l'APC en situation de vie est officiellement le cadre pédagogique qui encadre l'ensemble des interventions didactiques dans le système éducatif, en dépit des efforts faits par les ministères en charge de l'éducation, j'allais dire les ministères de l'éducation de base et le ministère des enseignements secondaires, qui visent justement à améliorer la qualité de l'éducation et les pratiques enseignantes au Cameroun. Il est évident que jusqu'aujourd'hui, en tant que d'abord enseignant de chant et par la suite inspecteur pédagogique, je dois avouer que nombre d'enseignants continuent de faire face à des difficultés dans l'implémentation de cette approche pédagogique. Ils sont nombreux de parmi nos étudiants et même des collègues qui nous demandent alors, IP, comment mettre en œuvre cette approche de manière efficace? Quelles sont les étapes clés du processus d'enseignement des langues étrangères dans le contexte des langues de l'APC? Dans cette communication, nous explorerons les étapes d'une leçon, selon l'APC, d'une séquence didactique. Ainsi, notre communication sera axée sur les points suivants. 1. La définition de l'APC. 2. L'importance de la préparation d'une leçon. 3. Les précautions à prendre. 4. Quelques étapes de la préparation d'une leçon ou même d'une séquence didactique. Et enfin, viendra probablement la conclusion. Alors, quelle est la définition que les pédagogues donnent à l'APC? D'après Xavier Rogier, l'approche par les compétences, encore appelée pédagogie de l'intégration, est une approche qui vise à mettre l'apprenant au centre de son apprentissage grâce à un passage de la théorie à la pratique. Et ça, il faut le noter en gras. L'APC permet justement de sortir des théories pour une pédagogie axée sur la pratique qui permettent justement à l'apprenant de pouvoir acquérir des compétences qui vont lui permettre de s'insérer directement dans la société. C'est-à-dire confronter donc l'apprenant à des situations de vie réelles qui font intervenir ce qu'il a appris. Cela suppose qu'on n'enseigne pas pour enseigner, mais dans la perspective de développer des compétences chez les apprenants ou encore les aider à explorer leurs propres compétences, j'allais dire. Par exemple, on n'enseigne pas la grammaire pour enseigner, mais bien parce qu'elle permet de lire et d'écrire, c'est-à-dire à bien communiquer, parce que l'objectif terminal de l'apprentissage d'une langue, c'est justement la communication. Au-delà de la communication, on pourrait greffer les aspects professionnels qui pourraient avoir lieu, lien avec, par exemple, la traduction, tous les métiers qui tournent autour de l'apprentissage des langues. En d'autres termes, donc, l'APC est une méthode pédagogique qui vise à développer chez les apprenants des compétences, la capacité à mobiliser un ensemble de ressources, savoir-faire, savoir-faire, savoir-être. Mais personnellement, aujourd'hui, j'ajoute de plus en plus une autre dimension, le savoir-faire. Parce que vous voyez, il y a des enfants, lorsqu'ils apprennent une langue étrangère, comme l'espagnol, l'allemand, l'italien et autres, quand il comprend une notion de grammaire, il est capable, n'est-ce pas, d'amener, de l'expliquer en tant que leader de la classe à ses camarades. Donc ici, c'est une autre dimension, le savoir-faire, c'est-à-dire amener les autres à faire. Alors, pour résoudre les problèmes ou accomplir des tâches dans des contextes réels, c'est une autre dimension. L'APC met justement l'accent sur l'intégration des savoirs pratiques pour mieux faire face à la vie pratique. Alors, que veut dire intégration? Parce que les uns l'appellent pédagogie, approche par les compétences, les autres l'appellent tout simplement la pédagogie de l'intégration. Intégrer, c'est quoi?
intégrer des savoirs et savoir-faire, c'est les utiliser de manière concrète dans des situations de vie courantes. Il s'agit d'incorporer ce que les apprenants savent ou sont capables de faire dans un contexte professionnel réel. Ça veut dire qu'on met l'apprenant dans une situation de vie réelle où il va justement mobiliser un certain nombre de ressources pour mieux intégrer effectivement les savoirs appris ou acquis. On dira qu'il y a effectivement intégration si l'élève s'implique personnellement dans la résolution de la solution problème. Ça veut dire que l'intégration, qui est une étape importante dans l'APC, doit être mise en œuvre par l'étudiant ou l'apprenant lui-même et non personne d'autre. C'est dans ce cas qu'on pourrait donc parler effectivement d'intégration. Toutefois, il est important de noter que l'intégration survient après une période d'enseignement. On ne peut donc parler d'intégration que s'il y a eu enseignement et la période idéale est de 4 à 5 semaines. Ici également, il y a une notion qui est importante, la notion de séquence didactique. Parce que la séquence didactique, qui est en réalité une période d'enseignement, une autre période pour l'intégration, une autre période pour l'évaluation. Enfin, il y a la remédiation. Donc, on ne peut intégrer des compétences que si on a enseigné. Et la meilleure période pour l'intégration des savoirs, c'est pratiquement 4 à 5 semaines en contexte camerounais. Par ailleurs, dans un contexte de digitalisation, il est intéressant de profiter des opportunités qu'offrent les nouvelles technologies de la communication en digitalisant ces activités d'intégration pour une meilleure pratique de classe en APC. L'enseignant doit de manière permanente s'auto-former et surtout préparer avec soin chacune des leçons qu'il prévoit enseigner. Je voudrais m'arrêter un temps soit peu sur cet élément. Aujourd'hui, l'État du Cameroun de manière globale et spécifiquement le ministère des enseignements secondaires, qui est notre ministère à nous, a essayé de baliser le chemin. On parle de digitalisation. Et aujourd'hui, quels que soient les moyens, il faut digitaliser et les outils de communication que l'enseignant utilise pour effectivement communiquer les actes pédagogiques qu'il prend en classe doivent clairement ressortir le taux de digitalisation. Et aujourd'hui, ça, vous l'avez certainement remarqué, Madame le ministre des Enseignements secondaires, lors du lancement de la journée de la rentrée solennelle, elle est revenue sur une notion qui peut-être pourrait être nouvelle, celle de l'intelligence, l'utilisation de l'intelligence artificielle. Ça veut dire que on parle d'une simple digitalisation avec des outils de digitalisation traditionnels vers une autre ouverture, celle de l'intelligence artificielle. Alors, nous avons posé donc la question de savoir comment est-ce que on fait pour présenter une leçon aujourd'hui dans un tel contexte. Et peut-être qu'on le dira plus tard. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, les enfants ont une longueur d'avance. Nos apprenants ont une longueur d'avance sur nous. Il faut justement mieux se préparer pour faire face aux réalités, n'est-ce pas, d'une salle de classe avec les réactions des enfants. Alors, pourquoi, une fois de plus, faut-il préparer sa leçon? Enseigner une langue étrangère est une tâche difficile et ne s'improvise pas. Pour cela, elle nécessite une préparation minutieuse de la part de l'enseignant. On n'improvise pas l'enseignement. J'ai coutume de dire que chaque leçon qu'un enseignant dispense dans sa salle de classe est comme un voyage qu'un chauffeur de transport fait. Quand un chauffeur de transport est appelé à faire la route Yaoundé-Douala, Douala-Bafoussam, Bafoussam-Yaoundé, et il fait ce triangle, en réalité, il y a des aspects psychologiques.
les voyages peuvent se succéder, mais ne se ressemblent pas parce qu'il y a effectivement des aléas de la route. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu et qui peuvent bouleverser la psychologie du conducteur. Donc, il ne faut pas improviser l'enseignement. Au contraire, la préparation d'une leçon de langue étrangère exige une planification laborieuse pour assurer un apprentissage efficace. Bien plus, elle est une étape importante pour un enseignement de qualité. On ne le dira jamais assez, la préparation d'une leçon en classe de langue étrangère passe inéluctablement par une définition claire des objectifs, de la compétence à développer chez l'apprenant et de la structuration du contenu, du choix des activités, de l'adaptation aux besoins des apprenants, parce que les apprenants ont des besoins. Et en début d'année, il est important de savoir et de comprendre qu'il y a des outils de communication. Ces outils de communication, ça peut être à la fois les projets pédagogiques, les progressions et tout ce qui va avec. Il faut donc minutieusement les préparer. Il y a également les programmes qui définissent les objectifs. On va revenir dessus précédemment parce qu'il y a des compétences de base qui sont un peu des objectifs terminaux et maintenant il y a des objectifs intermédiaires. Ainsi, dans un contexte où la plupart des manuels utilisés ne cadrent pas avec la pédagogie de l'intégration, préparer une leçon revient à s'imprégner des programmes, à construire des contenus, les lire et relire pour un meilleur rendu devant les élèves. Alors, la plupart des programmes, des manuels dans notre système éducatif ont un problème, c'est qu'ils ne sont pas adaptés en réalité à la pédagogie de l'intégration, à l'approche par les compétences. Quand on change de paradigme, un paradigme pédagogique comme l'APC nécessite à la fois une révision curriculaire, et ça on a dû le remarquer pour nous qui sommes des enseignants de champ, que le ministère des enseignements secondaires de manière permanente revient sur la programmation, sur les programmes, les retouche, les recadre avec le contexte, par moment diminuant le quota horaire qui a effectivement un impact sur le rendu de l'enseignant. De toutes les manières, les raisons sont là, les raisons sont multiples. Cela exige donc que l'enseignant se prépare mieux. Parce qu'il y a certains enseignants qui prennent le manuel, qui pensent que le manuel est un programme et qui pensent également que le manuel est une fiche, est une progression. Or, ces manuels, dans le cas d'aujourd'hui, dans le contexte actuel, ne prennent pas en compte la pédagogie de l'intégration, c'est-à-dire l'approche par les compétences. Alors, préparer une leçon, nous l'avons dit et nous ne le dirons jamais assez, c'est planifier les étapes du cours en tenant compte du temps, de la diversité et de la spécificité des apprenants. Tenir compte du temps aujourd'hui, c'est comprendre que nous sommes partis de manière officielle de 4 heures de temps à 2 heures de temps. 2 heures de temps par semaine. Comment est-ce que l'enseignant doit pouvoir valser entre ses pratiques de classe et le temps alloué aux langues étrangères? Il faut faire très attention. Ce que nous, on conseille souvent et ce que je conseille généralement aux enseignants, c'est de scinder, c'est-à-dire vous faites, de ne pas accumuler les 2 heures, c'est de faire 1 heure, 3 jours après, vous reprogrammez, on vous reprogramme la 2e heure. C'est vrai que certains enseignants pourraient dire que non, c'est suffisamment compliqué parce que les enseignants, certains, voudraient quand même qu'on regroupe leurs heures, leur quota horaire, peut-être en une séance, et puis ils ne reviennent plus en classe. Cela est suicidaire pour les apprentissages parce que un enfant qui fait 2 heures le lundi, et va passer une semaine sans pratiquer les 2 heures, il est évident que le lundi suivant, quand l'enseignant va revenir, l'apprenant n'aura plus aucune notion. Il aura donc tout oublié. Et donc, bien évidemment, une bonne préparation, une bonne planification rend le cours intéressant, cohérent, digeste et surtout, elle permet à l'enseignant de mieux s'améliorer et de mieux se préparer aux réactions des apprenants qui,
avec l'intelligence artificielle, nous l'avons dit précédemment, ont une longueur d'avance sur les adultes. Il est donc clair que sans un plan de cours bien structuré, l'enseignement devient risqué et l'enseignant un navigateur sans boussole qui pourrait perdre la maîtrise de soi devant ses élèves rendus habiles par les TIC et l'intelligence artificielle. Ainsi, un cours efficace repose sur une progression claire, étape par étape, préparée avec beaucoup de soins et de précautions. Alors, on pourrait se poser la question de savoir quelles sont les précautions à prendre dans l'enseignement des langues étrangères en contexte de l'APC. Il y a un aspect qui me semble important et je reviens toujours dessus pour dire à nos collègues et nos futurs collègues, élèves, professeurs, qu'il faut toujours se rassurer qu'on a les éléments juridiques qui nous permettent d'exercer. Dans un premier temps, on pourrait se dire, quelle que soit l'approche pédagogique en vigueur, l'enseignant en général et celui des langues étrangères en particulier ne doit pas ramer à contre-courant de la réglementation en vigueur. La loi, que dit la loi? La loi cadre tout, hein. Par moment, on pourrait croire que la loi ne régule pas les pratiques pédagogiques, les pratiques de classe, que non. Pour ce faire, il doit veiller à avoir les éléments juridiques qui lui donnent accès en classe. C'est-à-dire, pour rentrer en classe, pour rentrer au sein d'un établissement, il faut un acte juridique qui vous permet d'y accéder. Et généralement, pour les enseignants, c'est les notes d'affectation et tout ce qui va avec. Même dans le recrutement des enseignants vacataires, il y a le contrat et l'État insiste dessus. Il est important d'élaborer des contrats, de faire signer des contrats aux enseignants vacataires, même si les enseignants, les chefs d'établissement ne le font pas. Mais ils doivent quand même le faire parce que cela les protège et protège également ces vacataires qui viennent exercer au sein de leurs établissements. Le deuxième élément juridique, c'est effectivement l'emploi du temps. Ce sont les emplois de temps signés du chef d'établissement qui vous donnent autorité dans une classe. On ne saurait entrer dans une classe sans l'avis du chef d'établissement. Donc, en général, c'est cela. À côté maintenant, lorsque vous êtes en classe et que vous voulez préparer votre leçon, il y a des instruments juridiques à utiliser. Le premier élément juridique, c'est le calendrier de l'année scolaire. On est là en pleine planification de l'éducation. Le calendrier de l'année scolaire aide à la fois les établissements, parce qu'il y a une planification, une macro-planification au niveau de l'appareil de l'État. Il y a également une micro-planification au sein de l'établissement, parce que l'établissement, chaque environnement scolaire a ses réalités. Donc, les chefs d'établissement ont donc le devoir d'ajuster ce calendrier scolaire de l'année scolaire à leurs activités à eux. Alors, à côté de ça, quand vous élaborez, vous avez donc ce découpage de l'année, c'est justement ce même découpage qui va vous permettre à votre tour d'élaborer votre progression, les projets pédagogiques annuels, les projets pédagogiques séquentiels, j'allais dire les progressions de manière générale. Et pour mieux les élaborer, il y a les programmes. Et si on prend aujourd'hui le programme LAL, j'allais dire de LV2, celui du premier cycle, on va se rendre compte qu'ils ont été réajustés, ils prennent en compte le quota horaire et tout ce qui va avec. Donc, l'enseignant a le devoir de s'appuyer sur ces programmes officiels signés des mains du ministre des enseignements secondaires. Il y a également les curricula officiels et les manuels. Les manuels, nous l'avons dit, aujourd'hui, ces manuels, pour la plupart, ne cadrent pas avec l'APC, mais toutefois, il est important de se référer aux manuels
que l'État, que le ministère des enseignements secondaires a officiellement choisi. Ça, c'est un élément juridique. Mais c'est vrai aussi que théoriquement, il y a une série de manuels sur lesquels on peut s'appuyer parce que l'enseignant de langues étrangères, de manière générale, a un problème de texte. Il recherche des textes qui cadrent avec les différents modules. Par ailleurs, la mallette, ce que j'appelle communément la mallette pédagogique, doit avoir des instruments, des documents tels que la loi d'orientation. La loi d'orientation, c'est elle qui est comme la boussole. Et cette loi d'orientation, la loi de l'orientation de 1998, qui est un peu caduque, mais qui reste officielle et sur laquelle on doit se référer, est une boussole pour nous les enseignants. Il y a également la SND 30, qui est la stratégie nationale de développement à l'horizon 2030. La SND 30, dans l'un de ces, est un document qui définit justement la politique de l'État qui est axée sur le développement du capital humain. Donc, c'est des documents à lire en tant qu'enseignant pour comprendre du point de vue économique et du point de vue de la construction du capital humain, où est-ce que l'État voudrait nous conduire en général. Donc, il faut savoir que tout est encadré et justement, ce sont ces instruments juridiques qui encadrent le travail enseignant. Quel que soit l'acte pédagogique que l'on pose en classe de langue étrangère, il faut toujours se rassurer qu'en cas de problème, on est protégé par la loi. Il faut donc, une fois de plus, s'appuyer sur ces documents-là. En outre, pour bien préparer sa leçon, il faut se rassurer qu'on ait fait une bonne planification de sa leçon avec un plan de cours détaillé. Il peut arriver que l'on ait des doutes sur une notion ou sur un détail relatif au programme, à la langue ou à toute autre chose. Il est important ici de toujours se référer, de toujours faire appel à se rassurer auprès de ses collègues. Vous pouvez le faire au sein de votre département. Si vous n'avez personne à qui vous pouvez faire confiance au sein de votre département, vous pouvez appeler un collègue n'importe où. De toutes les manières, il est important de collaborer parce que nous pensons que un enseignant qui ne collabore ni avec ses collègues, ni avec l'administration, encore moins avec les parents d'élèves est voué à l'échec et ne mérite pas d'enseigner. La collaboration ici, elle est donc importante, surtout pour nous qui sommes en langue étrangère. Il peut arriver que on ait des difficultés parce qu'on a appris la langue dans un contexte non naturel et tout ce qui va avec. Il faut avoir l'humilité de se renseigner, c'est une grande qualité. Alors, quelles sont les étapes de la préparation d'une leçon? Il faut d'emblée comprendre qu'une leçon s'inscrit dans une séquence didactique qui n'est rien d'autre qu'une période d'enseignement, d'intégration, d'évaluation et de remédiation. Nous allons y revenir. Nous avons parlé de séquence didactique. Une bonne préparation d'une leçon s'appuie à la fois sur les compétences de base déclinées en objectifs d'intégration. Lorsque vous prenez vos programmes, ces programmes définissent les compétences de base. Les compétences de base, celles sont que l'apprenant devrait avoir acquis au terme d'un cycle, au terme de sa formation, c'est-à-dire passer d'une classe A à une classe B. Et maintenant, ces compétences de base sont disséminées en objectifs pédagogiques et lorsque l'enseignant prépare son cours, il doit donc les élaborer de manière claire. Aussi, il est important de s'appuyer sur le projet pédagogique ainsi que sur les données de la progression séquentielle ou séquence didactique. Parmi les étapes de la préparation d'une leçon, on peut citer de manière ramassée la définition des objectifs d'intégration ou les compétences attendues au terme de la leçon. Ici, bien évidemment, l'enseignant clarifie ce que les élèves doivent savoir, comprendre et être capables de faire à la fin de la leçon. Il est utile de les annoncer aux apprenants
au début de la leçon pour mieux les guider et les rassurer. Ça veut dire que au début de votre cours, vous devez clairement énoncer les objectifs pour que les apprenants les comprennent et qu'ils sachent où vous voulez les amener. Par exemple, une série de leçons ou séquences didactiques sur le module 4, activités économiques et monde du travail. L'enseignant peut mettre en exergue l'exemple de situation 1, 2, c'est-à-dire le tourisme, échanges commerciaux liés aux transactions bancaires. Maintenant, on revient dessus parce que nous avons parlé de séquences didactiques. Nous avons dit qu'une séquence didactique, c'est justement une période d'enseignement, une autre période d'intégration, généralement 4 à 5 semaines. Maintenant, une période d'évaluation pour terminer avec la remédiation. Donc, il est effectivement important ici, n'est-ce pas, de définir ces objectifs et les décliner justement en objectif d'intégration. Alors, nous l'avons dit, si vous prenez, si nous prenons par exemple le module 4, le thème voyage, course dans un magasin d'art, séjour à l'hôtel, transaction à la banque. On est parti du module. Le module maintenant, dans la période d'enseignement, il y aura pratiquement des leçons, 4 à 5 leçons. Ça va dépendre de comment est-ce que vous allez faire votre progression. Maintenant, par exemple, la première leçon peut porter sur le vocabulaire systématique. L'objectif étant d'acquérir le vocabulaire lié au tourisme et à ses activités. Le thème voyage, course dans un magasin d'art, séjour à l'hôtel et transactions bancaires. Alors, deuxième leçon, commentaire de texte. L'objectif étant de lire et répondre aux questions en se servant du vocabulaire lié aux transactions économiques. Si vous êtes, je prends au hasard, l'arabe, enseignant d'arabe, vous pouvez par exemple voir fisouk au marché, fisouk, fifundouk, filmasraf à la banque, par exemple. Et maintenant, il est important de trouver les textes. Si vous êtes en espagnol, par exemple, je sais, vous pouvez choisir un texte lié au tourisme. Je parcourais sans pouvoir lire grand-chose, peut-être la page 202 de Yo soy turista, par exemple. Il y a la leçon 3 qui peut porter sur la traduction, avec pour objectif de traduire des mots et des phrases portant sur le tourisme et les activités y afférentes. Une quatrième leçon, je suppose qu'on est déjà vers la 4e semaine, conjugaison, l'imparfait du subjonctif, ou alors al-fi'l al-mudari, par exemple, pour ce qui est de l'arabe. L'objectif ici étant de rendre l'apprenant capable d'utiliser l'imparfait du subjonctif dans les formules consacrées et dans le cas des concordances de temps. Il y a la leçon 5. Si vous choisissez de faire une leçon par je ne sais pas trop, peut-être par situation, vous avez la grammaire, vous avez l'expression de la préférence, du souhait. L'objectif ici étant de rendre l'apprenant capable de demander un service, de faire une réclamation, par exemple. Maintenant, une autre situation peut porter sur la corruption en milieu professionnel. Faire avec une leçon sur le commentaire de texte, despedido, par exemple. El despedido, je crois que c'est un texte que vous pouvez retrouver à la page, je crois, de 201 pour ceux qui sont des enseignants d'espagnol. L'objectif ici étant de lire et comprendre un texte lié au milieu professionnel, à la corruption, afin de répondre aux questions y afférentes, acquérir un vocabulaire approprié. Si on est en arabe, par exemple, on peut pourquoi pas s'appuyer sur des textes relatifs
à la profession al-muhandis, al-minha, al-muhandis et tout ce qui va avec fil masraf. C'est un peu ça. Vous pouvez donc, dans ce cas, permettre à l'apprenant de pouvoir traduire des courtes phrases. Et ça renforce justement le vocabulaire. Après avoir dispensé une série de leçons, vous pouvez à présent passer à l'intégration. Alors, l'objectif, au regard du module que nous avons choisi, l'objectif pourrait être, par exemple, de produire un texte argumentatif de 12 phrases. Ici, la consigne, elle est importante. 12 phrases. Il faut toujours limiter. 12 phrases. Et c'est entre 150 et 200 mots, en mobilisant les ressources apprises tout au long du module. On voudrait que l'enfant l'apprenant utilise les ressources acquises tout au long du module. Traduire les phrases liées au module, les ressources à mobiliser, expression de la préférence, qu'est-ce qu'il préfère. Alors, au fait de le kaza badalan an kaza, expression de la finalité, vocabulaire relatif à l'activité socio-économique, à la consommation, aux achats, à la publicité, par exemple. Donc, à ce niveau, justement, il est important de prévoir, là, il est important aussi, entre autres, de prévoir au début de chaque année une révision des compétences de base de l'année précédente. Et cela pourrait être transféré au niveau, justement, de la leçon. Il faut toujours trouver un mécanisme pour amener les enfants à réviser, les apprenants à réviser, n'est-ce pas, ce qu'ils ont appris précédemment, sans prendre beaucoup de temps aussi. Donc, dans la préparation, la suite logique, c'est quoi? C'est la structuration des contenus de la leçon. Il faut être capable de structurer ces contenus en organisant le contenu en sections logiques. Et rassurez-vous que la progression est logique et que les différentes parties s'enchaînent bien. Utilisez les supports. Ici, il faut utiliser tous les supports. C'est des supports physiques, des supports numériques et tout ce qui va avec. Parce que aujourd'hui, avec la digitalisation, on doit vraiment le ressentir dans les cours, dans nos pratiques de classe. Alors, quand on a intégré, il nous reste quoi à faire? Il faut prévoir l'évaluation. La pédagogie de l'intégration vise à faire acquérir à l'élève une nouvelle compétence et à valoriser les compétences acquises. Pour cela, il ne faut pas regarder la production de l'élève uniquement sous l'angle négatif. Il y a certainement quelque chose de positif à valoriser. Nous avons vu, et nous l'apprenons souvent par moments dans, j'allais dire, les réseaux sociaux, on voit des copies se balader. C'est souvent pour décrisper le monde virtuel, mais en réalité, on aperçoit souvent des copies où on dit n'a rien compris, nul, néant. Non, on ne peut pas dire que l'enfant est nul. Personne n'est nul, personne n'est fainéant. Que chaque apprenant a quelque chose de particulier. Il peut lui échapper certaines choses, mais on ne saurait de prime abord dire qu'un enfant ne comprend rien, non. Il peut n'avoir pas compris la consigne, mais il fait une production acceptable si on ressort cette consigne. Donc, personne n'est nul. Il faut avoir un regard positif aussi sur le travail des apprenants. Ici, il serait donc intéressant d'utiliser les modes variés d'évaluation tels que les exercices, les questions, les observations, etc. Pour cela, il faut définir le type d'évaluation et tirer avantage de la digitalisation. Il y a plusieurs types d'évaluation, hein. Il y a l'évaluation formative. L'évaluation formative, elle se fait au cours de la formation, justement.
les séquences, ce qu'on appelle communément les séquences et autres. Il y a également l'évaluation continue au sein d'une leçon. L'enseignant doit de temps en temps poser des petites questions qui lui permettent de se rassurer si les enfants ont effectivement compris et s'ils ont, ils permettent, si ils le comprennent, ils le cernent dans l'approche utilisée. C'est important de temps en temps de le faire. Et justement, on ne le dira jamais assez, il faut profiter, n'est-ce pas, des avantages de la digitalisation. Il faut donc également adapter l'évaluation aux objectifs de la leçon parce que chaque leçon a un objectif et chaque leçon devrait répondre ou résoudre les problèmes des apprenants. Les apprenants, ils ont des besoins, ils ont des difficultés. Ces difficultés ne sont pas les mêmes. Aujourd'hui, on parle d'une éducation inclusive. Alors, je vais vous relater une difficulté que j'ai rencontrée en tant qu'enseignant des langues étrangères à l'université. J'ai eu dans une classe de traduction en master 1, un malvoyant. Un malvoyant. C'est-à-dire, vraiment, j'étais habitué à enseigner des étudiants et des élèves normaux jusqu'à ce que je tombe sur une enseignante qui ne pouvait pas lire, elle pouvait entendre, mais elle était malvoyante. Alors, j'ai dû rentrer apprendre pour voir le braille, ainsi de suite, en langue étrangère. C'était pas évident de toutes les manières. Il y a donc tout ça à prendre en considération aujourd'hui. Et à ce niveau, je me dis, l'enseignant de langues étrangères doit de plus en plus se former afin de s'adapter au caractère inclusif de l'éducation. Par ailleurs, il faut définir les compétences à évaluer, élaborer une grille d'évaluation. La grille d'évaluation ici, elle est importante. Rassurez-vous, elle est importante. Donc, pour nous, nous pensons que la grille d'évaluation, elle s'élabore lorsque vous préparez votre évaluation. Ensuite, il y a la remédiation. La remédiation, loin d'être une simple correction de l'épreuve, parce que certains enseignants pensent souvent que la remédier, c'est tout simplement corriger l'épreuve et puis passer. Que non! La remédiation est la mise à niveau des élèves ayant des difficultés dans leurs apprentissages. Son objectif est de permettre à l'apprenant de revenir sur ce qu'il n'a pas compris et d'acquérir les compétences non acquises. Elle est faite sur la base des résultats de l'évaluation formative et s'effectue soit de manière individuelle, soit en petits groupes ou tout simplement de manière collective. Parce que chaque apprenant a ses difficultés et c'est à l'enseignant de juger. S'il se rend compte lors de la remédiation ou alors lors de la correction qu'il y a la plupart des élèves ne parviennent pas à connaître la position du sujet dans une phrase nominale. Et il y en a qui bouleversent. Si cette proportion est grande, il peut, en y apportant la remédiation, en y faisant la remédiation, il peut donc les regrouper. Ou alors, s'ils ont globalement compris et qu'il y a un élève ou un apprenant qui n'a pas compris, il est important qu'il lui fasse cette remédiation de manière individuelle. Mais ici, au regard des contraintes de temps, il est important que l'enseignant ne s'engage pas dans la remédiation de toutes les difficultés. Il est le seul à juger, n'est-ce pas, les difficultés qui lui semblent pertinentes. Et on ne le dira jamais assez. Il y a donc les exercices de remédiation que l'enseignant doit présenter, qui se préparent au même moment que l'évaluation. Et les difficultés à remédier dépendent de l'appréciation de l'enseignant qui ne peut pas, au regard des contraintes de temps, pallier à l'ensemble de ces difficultés. Un autre élément qui est important, la consigne des observations. C'est-à-dire, il faut avoir une grille d'observation
Parce que, comme nous l'avons précédemment dit, l'enseignant doit collaborer avec les autres enseignants, avec l'administration de manière générale. L'enseignant doit collaborer avec les parents. Et je suggère souvent aux enseignants, d'ailleurs, de pouvoir de traiter directement, de communiquer directement avec les parents d'élèves pour leur poser les difficultés que rencontrent leurs élèves. C'est vrai que les classes d'espagnol, par exemple, et les classes d'allemand sont souvent ont souvent des effectifs pléthoriques. Et du coup, il n'est pas évident pour l'enseignant de pouvoir appeler chacun des parents ou prendre pour cas, prendre les enfants de manière individuelle. C'est souvent difficile, mais dans tous les cas, il revient à l'enseignant lui-même de juger, d'utiliser un mécanisme. Il y a d'ailleurs la pédagogie des grands groupes qui pourrait servir. Donc, il faut consigner ces observations et les partager à la fois avec l'administration et avec les autres collègues, parce que ça permet justement de rendre digeste l'enseignement. Eh bien, en guise de conclusion, on va dire tout simplement que s'il y a une chose que l'enseignant n'aime pas, ou alors que l'enseignement n'aime pas, j'allais dire, c'est l'improvisation. Pour donc réussir en tant qu'enseignant, il faut savoir préparer ses leçons, bien les planifier et les organiser à partir des objectifs précis qui aideront les apprenants, oui, qui aideront les apprenants à acquérir les ressources nécessaires pour développer toutes les compétences communicatives en langue étrangère. Ainsi, lorsque l'enseignant prépare ses cours, il doit songer à insérer dans la planification une semaine d'intégration toutes les 5 à 6 semaines afin de permettre aux élèves de développer leurs compétences en réinvestissant les ressources nouvellement acquises. Alors, on dira tout simplement que l'enseignant est le maître, c'est lui qui connaît, c'est lui qui comprend sa classe, c'est lui qui comprend ses élèves. Il peut également utiliser une approche éclectique pour un enseignement de qualité. Merci pour votre attention et je crois que globalement, nous avons balayé la question. Merci. Alors, on peut applaudir le docteur Achille Kor, qui a fait une présentation magistrale et scientifiquement correcte. Alors, on va passer la parole au public afin de poser des questions. Donc, on va vous allez lever la main, c'est-à-dire que on va respecter le rituel. Vous levez la main, la petite main, et puis nous vous passons la parole. Alors, monsieur Ouattara Ladji Junior a levé la main. Donc, monsieur, vous avez la parole, vous activez vos micros. Si vous voulez mettre la caméra, c'est bien, ou pas, c'est votre choix. Alors, monsieur Junior, vous avez la parole. Monsieur Junior Ouattara Ladji, est-ce que vous nous entendez? Si vous êtes en train de parler, on ne vous écoute pas. Ok, très bien. Allez-y. Vous m'entendez? Excellemment. Vous m'entendez? Excellemment. D'accord. Nous t'entendons. D'abord, un grand merci à Dr Achille pour cette connaissance que vous venez de distiller. Voilà, je suis très ému. Je vous ai pris en marge, mais en tout cas, le peu que j'ai pu noter, je suis très satisfait. Bien, ma question concerne les cas sociaux que vous avez évoqués, c'est-à-dire les élèves qui ont un handicap particulier qui les empêche d'avoir le même rendement que leurs compagnons. Bon, si je prends un cas simple, pour un enseignant qui a plusieurs cas, ou qui est un peu en retard sur le programme du fait que les enfants n'ont pas vu commencer les cours et qui doit
essayer de faire des efforts pour aider ces élèves qui ont des cas particuliers. Comment est-ce qu'il fera pour terminer le programme? Merci bien, chers collègues, pour la question. C'est un réel problème parce que quoi qu'on dise, et ça nous l'avons précédemment évoqué, il y a un cadre juridique qui accompagne les actes pédagogiques que l'enseignant peut poser dans sa salle de classe, en classe de langue étrangère. Donc, il y a le quota horaire et il y a le programme parce que il y a des instruments ou des outils de communication qui permettent de voir à quel niveau l'enseignant a pu se rendre au terme d'une séquence didactique ou même au terme d'une année scolaire. Et l'administration, justement, martèle souvent les enseignants à terminer le programme. Que non, il est important d'avancer dans le programme, mais en même temps, il faut être capable de valser entre l'apprentissage des apprenants, l'évolution dans les apprentissages et le programme. Donc, il ne faut pas il ne faut pas trop vite avancer sur le programme. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est important d'établir une fiche de progression annuelle ou séquentielle, comme on l'a précédemment dit. Donc, on ne court pas avec les programmes parce qu'on veut passer à autre chose que non. Il faut aller de manière progressive et il revient maintenant à l'enseignant de juger jusqu'où il peut effectivement s'attarder pour aider un enfant. Il peut organiser des cours de soutien, c'est-à-dire il avance avec les élèves de manière normale, il s'attarde là où il faut s'attarder, il va vite là où il faut aller vite, mais de toutes les manières, l'enseignant est le maître, le seul à pouvoir équilibrer entre la couverture des programmes et l'avancée qualitative des apprentissages chez les élèves en difficulté. D'accord. Très bien. Merci, docteur. Merci beaucoup. Merci pour la connaissance. Est-ce que je peux ajouter quelque chose à ce qu'a dit le docteur Eric Achille? Je dirais que en réalité, au Cameroun ou en Afrique de façon générale, l'éducation a été abandonnée entre les mains de l'enseignant qui devient comme le Dieu qui doit opérer des miracles. Alors que si, normalement, je vais aller sur la base de la normale, du normal. Hein. Normalement, en début d'année, l'État doit pouvoir identifier tous les élèves ou au fur et à mesure que les cas se présentent, qui présentent des handicaps par exemple, et on leur donne ce qu'on appelle un programme ou un projet d'accompagnement individualisé, d'accord, un aménagement, un dispositif particulier. Le docteur l'a dit, il a dit ici que l'enseignant peut lui proposer des cours de soutien à côté. Et réellement, c'est l'État qui devrait proposer cela, c'est-à-dire regrouper les élèves, parfois même par groupe, hein. C'est-à-dire qu'on leur donne un aménagement spécifique, on appelle ça des PAP ou des PAI. Et lorsqu'on a ce qu'on appelle des PAP ou des PAI dans notre salle de classe, parce qu'identifiés par l'État, il y a des dispositifs qui concourent à ce qu'on appelle la différenciation. C'est-à-dire que parce que ces élèves ont un rythme plus lent, on peut donc leur proposer ces cours en plus, ok, ou disséquer par exemple un contenu. Lorsqu'on donne des consignes, si on demande aux autres de produire 3 ou 4 éléments, ceux qui sont bénéficiaires de ce dispositif d'accompagnement individualisé vont produire par exemple 2 éléments. En France, ces cas par exemple, lorsque c'est une évaluation d'1 heure, eux ils bénéficient de ce qu'on appelle un tiers-temps. C'est-à-dire que lorsque vous êtes dans la situation normale, vous finissez votre évaluation à 10h30, eux, ils peuvent finir à 11h30, c'est-à-dire 1 heure de plus ou 30 minutes de plus de tiers-temps. Voilà. Donc, c'est réellement ça, mais je suis d'accord avec ce que le docteur a dit dans un contexte où l'enseignant est tout. Il peut donc développer tous les mécanismes
présenté par le docteur. Mais je voulais juste présenter le cadre qui devait normalement régner dans la gestion de ces cas, par exemple. Parce qu'en même temps, l'enseignant ne connaît pas tout. C'est-à-dire qu'il n'est pas en même temps psychologue, il n'est pas en même temps un enseignant de braille, un enseignant de ceci, non. Il faut des dispositifs adaptés, adéquats. Alors, est-ce que le monsieur Ouattara a encore une main levée? Non, c'est juste non. des remerciements. Alors, on passe la parole à quelqu'un d'autre. Est-ce que quelqu'un a une question, une observation? Alors, en attendant, pour ne pas laisser le vide, moi j'ai une question pour le docteur Achille. Docteur, vous avez dit que l'APC, c'est la pédagogie de l'intégration. Je voudrais savoir si vous ne pensez pas qu'il serait mieux, vous, dans votre posture d'inspecteur et de spécialiste des sciences de l'éducation, de proposer plutôt la pédagogie des projets. Je ne sais pas si vous l'avez dit. Si vous l'avez dit, alors je retire. Mais je me dis, si vous avez dit pédagogie d'intégration, comme vous l'avez dit, j'ai marqué, ne pensez-vous pas qu'il faille réfléchir dans des articles scientifiques, dans des communications, écrire une note pour dire et soutenir cela, que l'APC pourrait plutôt être pris dans le sens de la pédagogie des projets. Je m'explique peut-être très simplement pour que vous essayez de voir si... Pourquoi? Parce que la pédagogie des projets, c'est quoi? C'est que en début de séquence, on a un projet précis et la séquence se déroule avec un objectif précis, la réalisation du projet à la fin de la séquence. Donc, toutes les activités, le contenu dont vous avez fait mention, les mises en situation, les mises en activité, on appelle ça la pédagogie de la mise en activité, simplement. Toutes les ressources vont concourir à la réalisation du projet. Donc, ne pensez-vous pas que ce serait peut-être mieux de leur proposer à ces gens, aux ministres, aux décideurs? Je vous passe la parole. Infiniment merci. Je ne sais pas si ma modeste voix pourra compter. On espère qu'elle comptera peut-être un jour. Mais pour dire que oui, la pédagogie de l'intégration aussi est axée sur le projet, parce que la pédagogie ou la pédagogie de l'intégration ou l'APC, en réalité, ce n'est pas une pratique nouvelle, hein. C'est une pratique qui s'appuie, une pratique pédagogique qui s'appuie également sur les autres approches, notamment le projet. Ben, c'est vrai qu'il y a un contexte dans notre contexte, par moment, on pourrait parler de projet, mais le projet doit rentrer surtout aussi dans un cadre de la professionnalisation. Un exemple qu'on va citer, en classe de langue étrangère, dans l'enseignement des langues étrangères, dès la seconde, par exemple, la troisième même, la classe de troisième, et il est important de temps en temps d'amener les enfants faire des petites sorties, des excursions, des visites dans des entreprises de traduction, par exemple. Pourquoi pas les amener dans une cellule de traduction au Sénat, dans une société de traduction, pour qu'ils s'imprègnent des métiers de la traduction. Ça pourrait rentrer dans le cadre d'un projet, effectivement. L'enfant apprend, il acquiert les ressources nécessaires pour pouvoir traduire des textes, mais en même temps, il doit se frotter, apprendre à se frotter, n'est-ce pas, aux traducteurs. C'est aussi ça, parce que la pédagogie de l'intégration ou l'APC, c'est, comme on dit, le passage, c'est passer de la théorie à la pratique. Donc, effectivement, c'est des projets aussi, mais jusqu'où ces projets sont pertinents. La question demeure,
chacun pourra répondre et ajouter, dire ce qu'il pense. Je voudrais, avec votre permission, revenir sur la question de l'éducation inclusive. Je voudrais que nous qui sommes enseignants de langues étrangères, qu'on essaye, on a parlé du braille avec le collègue tout à l'heure, il y a le braille, il y a tout ce qui va avec. Est-ce que les manuels d'espagnol, d'allemand, d'arabe, d'italien, de chinois et autres prennent en compte le caractère 1 de la pédagogie de l'intégration, APC, prennent-ils en compte le caractère de l'éducation inclusive? Ça, c'est une autre réponse pour dire effectivement que bon, on a encore du chemin à parcourir, mais beaucoup a été fait, on ne saurait le renier. Beaucoup a été fait, on continue, n'est-ce pas, d'alimenter les débats. On se dit même on se pose la question de savoir, est-ce que on ne pourrait pas revenir à une méthode ancienne, la traduction pure et dure en classe de langue étrangère, mais pas dans un contexte d'apprentissage par la traduction, mais dans un contexte de renforcement des compétences des apprenants en matière de traduction, où un enfant pourrait par exemple avoir un bac A espagnol avec une petite mention traduction, par exemple. Donc, c'est des questions que on pourrait se poser et au fil du temps, voir ce que ça va donner en contexte africain de manière générale. Merci. Alors, merci, docteur, pour votre réponse qui me satisfait. Est-ce que d'autres personnes des questions dans le public? Sinon, moi, je vais poser une deuxième question. Ma question est celle, il faut qu'on parle un peu de l'autorité, la gestion de l'autorité de l'enseignant. Parce que il faudrait bien qu'on s'accorde sur le fait que dans un contexte qui est le nôtre, le contexte même de difficultés matérielles, tout ce qui va avec, on est constamment à la recherche de la motivation, on est constamment derrière la gestion de ces particularités, c'est-à-dire les handicaps. On est constamment derrière l'atteinte de nos objectifs de programme, alors que les manuels sont incomplets. On est constamment à la course de la gestion des crises, la gestion des crises dans les salles de classe, parce qu'on est dans des contextes relativement mixtes et hybrides. Se pose donc la question de l'autorité de l'enseignant. C'est une question qui me taraude l'esprit. Comment gérer l'autorité? Comment faire pour ne pas franchir la ligne rouge? Parce que la ligne rouge veut dire en tant qu'enseignant, c'est-à-dire franchir notre propre limite. Parce qu'en réalité, en tant qu'enseignant, on ne devrait pas franchir certaines limites d'énervement, par exemple. Tout à fait. Et oublier autorité et autoritarisme, par exemple. Dictature, par exemple. Comment faire pour rester professionnel, mais ferme, sans autoritarisme, mais autoritaire, dans un contexte que je viens de présenter. Merci beaucoup. Merci bien, docteur, pour cette question qui a tout son pesant d'or. En réalité, c'est une question qui revient toujours. On est dans un contexte où la violence a augmenté, où il y a des agressions et autres. Par moments, ces violences sont dues à la mauvaise gestion de la classe par l'enseignant. La question, ça remet donc au goût du jour la question de l'autorité au sein de sa classe, dans une salle de classe. Alors, je pense personnellement que il faut, comme les Anglais disent, to have an eye closed. Vous devez avoir en tant qu'enseignant un œil fermé sur un certain nombre de comportements dans votre classe. Vous devez être par moments mi-figue, mi-raisin. Vous devez être par moments méchant, bon, mais en fonction des contextes. En contexte africain de manière générale,
où les enfants respectent les aînés, il y a cette marge-là. Parce qu'un enseignant, quoi qu'on dise, c'est un aîné. Un enseignant, quoi qu'on dise, c'est un parent. Donc, il y a ce respect qui est là et qui doit d'ailleurs rester. C'est une question qui est sensible aussi et difficile à répondre parce que la réponse même, docteur, se retrouve dans la psychologie de l'enseignant. Il y a des enseignants qui sont autoritaires, c'est-à-dire ils ont une forte personnalité. Ils n'ont pas besoin de gronder, c'est-à-dire de par leur posture, les apprenants se mettent à leur place. Mais dans tous les cas, l'enseignant est celui-là qui doit créer une espèce de proximité avec ses apprenants pour pouvoir connaître leurs difficultés et les aider à les résoudre. Donc, s'il les tient à distance, c'est-à-dire il entre, il ne fait aucun effort pour pouvoir connaître ce qu'il rencontre comme difficultés et autres, ce sera difficile pour lui de s'en sortir. Moi, j'ai expérimenté quelque chose dans mes salles de classe, notamment avec les apprenants du secondaire et même du premier cycle. Lorsque j'ai un apprenant qui est turbulent, qu'est-ce que je fais? Je l'appelle par son nom. À chaque fois, je vais l'appeler par son nom. Hein? En l'appelant par son nom, il fait attention. Par moments, ses camarades semblent l'intriguer qu'il va t'appeler, fais attention. Donc, il faut déjà, de temps en temps, appeler ses élèves par leur nom chacun. Et il faut voir, on peut suggérer, parce que les tenues de classe portent les noms et la classe. Il faut que ces noms soient bien brodés, qu'ils soient brodés de manière lisible à ce que l'enseignant puisse lire le nom de l'élève à distance. Et ainsi, de temps en temps, il va les appeler et on se rend compte, il va se rendre compte qu'effectivement, les attitudes seront différentes. J'ai mené une étude à Yaoundé, dans un établissement public, sur les violences faites. J'ai donc interrogé, parce que la plupart des gens, la communauté éducative s'est intéressée aux violences. Et ils ont dit la violence est due, par exemple, au type de famille, c'est issu, c'est la famille. Par moment, on va citer le comportement des enseignants, on va dire la drogue, on va dire. Mais beaucoup, en interrogeant la violence, les actes de violence qu'il y a au sein des établissements scolaires, n'ont interrogé que des adultes. Ils n'ont pas interrogé les élèves. Alors, dans mon étude, j'ai interrogé les apprenants, c'est-à-dire j'ai interrogé la problématique de la violence dans les établissements scolaires, les solutions qui viennent des apprenants. Alors, lorsque j'ai interrogé des élèves pour qu'ils me proposent, ils proposent à la communauté éducative africaine des solutions pour lutter contre la violence, ils m'ont dit, la première solution, c'est qu'ils ne sont pas écoutés. C'est-à-dire, les gens, les adultes, les enseignants, l'administration et autres, les gens disent des choses sur eux, mais à chaque fois qu'ils veulent, par exemple, se justifier, on ne leur donne pas la possibilité de pouvoir se justifier. Et il y en a qui m'ont dit que leurs actes de violence sont issus du fait que les enseignants ne les notent pas bien. C'est-à-dire, vous voyez un enseignant qui n'est pas objectif dans la notation. Évidemment, il y a un désintérêt. À travers ça, il perd son autorité. Et donc, le moins qu'on puisse dire est que l'enseignant doit adopter des mesures qui visent à préserver la discipline au sein de la classe, la discipline au sein de l'établissement, mais davantage aussi
d'éviter des injustices au sein d'une classe. Parce qu'aujourd'hui, on s'inscrit de plus en plus dans une dynamique de démocratisation. Les enfants ont leur mot à dire. Mais il ne faut pas qu'on dise que l'enfant ait un mot à dire au point où le mot de l'enfant va être au-dessus du mot des adultes, comme on le voit sous certains signes. Il faut bien que l'enseignant, l'apprenant soit à sa place et que l'enseignant soit également à sa place sans trop de totalitarisme, j'allais dire. J'espère que cet essai de réponse vous satisfait. Alors, oui, ok, ça c'est bon maintenant. Oui, très bien, hein, docteur, pour votre déroulé, qui me semble plutôt contextuellement pratique. J'appelle les autres, s'il vous plaît, essayez de participer, poser des questions. Pour animer, changer les voix. Ok, merci beaucoup. Il y a Monsieur Junior qui a pour lever la main. Alors, Monsieur Junior Ouattara. Oui. Je vous entends parfaitement. Bien, docteur Achille. Activez le micro. Monsieur Ouattara. Vous m'entendez? Oui, je vous entends, Monsieur Ouattara. D'accord, bien. J'ai un cas à vous soumettre. Vous allez analyser, me proposer des idées. Je donnais des cours dans un établissement à petit effectif et maintenant que je vais en stage, 6 mois, dans un lycée. Et les informations que j'ai pu recueillir... On vous entend, Monsieur Ouattara. D'accord, les informations que j'ai pu recueillir me laissent un peu perplexe parce qu'on me dit qu'il y a 60 élèves, parfois 70 élèves. Eh bien, ça m'inquiète un peu quant à la distribution de la parole parce que je ne veux pas faire d'injustice. Je veux que tous mes élèves participent, mais l'effectif aussi, avec les heures qui ne sont pas assez pour nous qui donnons les cours en langue, 1 heure au maximum. Bon, est-ce que je pourrais interroger tous mes élèves qui vont lever les mains? Est-ce que parfois je ne serais pas obligé d'interroger 2 personnes dans le but d'avancer et puis ne pas perdre du temps? Bon, si des petits détails. Or, il se trouve que certains élèves se plaignent que bon, on ne les interroge pas. Ils se plaignent que monsieur, vous ne nous interrogez jamais, vous interrogez seulement un groupe. Donc, vraiment, je suis un peu inquiet. Je vais faire un travail formidable. Je ne veux pas qu'il y ait d'injustice dans ma classe. C'est un peu là mon inquiétude. Je suis ouvert à toutes les propositions. Merci, Monsieur Ouattara, pour votre question. Non, ne soyez pas inquiet, rassurez-vous. J'ai eu cette expérience, la même que vous. J'ai enseigné dans des classes à... Allô? Oui. Oui. Allô? Oui, je vous écoute. J'ai compris la question de M. Ouattara. J'essayais justement de lui apporter un élément. Allez-y, vous avez commencé, allez-y. Merci, docteur. Voilà, merci. Alors, j'essaie avec ma petite expérience, ma modeste expérience. J'ai enseigné dans des classes à petits effectifs, c'est-à-dire effectifs par moment de 4, des effectifs par moment de 4, 9, 10, par moment de 60 et autres. Effectivement, c'est des problèmes qui se posent. Mais en réalité, il faut être capable de distribuer par moment la question ou les questions par je vais dire ça comment, par rangée, parce que c'est des rangées. Vous pouvez, par exemple, pour une question, vous interroger cette rangée, vous donnez la parole à quelqu'un de la rangée de l'extrême gauche. Ensuite, pour une autre question,
vous indexez un élève de la rangée de l'extrême droite, une autre question au milieu. Il faut valider. Par moment, c'est devant, par moment, c'est derrière. Par moment, vous pouvez donner la possibilité aux enfants de lever les doigts et de pouvoir se proposer, n'est-ce pas, à poser des questions ou à apporter des réponses. Mais en même temps, vous devez être capable de les appeler par leur nom. C'est-à-dire, vous posez une question, vous dites, ce sera, par exemple, Souadogo. Voilà, vous l'indexez comme ça. Ça crée des liens en réalité, parce que le lien pédagogique, le lien affectif là, est suffisamment important. Et par moment, au-delà du lien affectif, il y a une certaine empathie qui naît, parce que la notion d'empathie est également importante. Dans tous les cas, il faut donc être capable de distribuer la parole dans sa classe de telle sorte qu'on ne dise pas que vous avez privilégié tel ou tel autre. Imaginez-vous que ce soit, par exemple, une jeune fille. Les enfants sont souvent très sensibles. Hein. Ils n'interrogent que Jeanne. Et quand il commence à poser sa question, la voisine ou le voisin de Jeanne lui dit que voilà ton type, il va encore te... Vous voyez que ça crée un certain esprit. Donc, il faut rester objectif et il faut savoir rester rationnel dans la distribution de la parole et même du temps de parole, Monsieur Ouattara. Merci, docteur. C'est compris. Ok. On a encore 8 minutes. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. 8 minutes. On va passer la parole à Marcué qui a levé la main tout à l'heure. Catherine Marcué qui a levé la main. Sinon, on va conclure parce que il faudrait bien que ça s'arrête à un moment. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre dans le public a une question? Parce que moi, il y a des éléments comme juste une observation comme l'utilisation de l'intelligence artificielle. Le docteur a parlé de apprivoiser l'utilisation de l'intelligence artificielle. Moi, j'ajouterais comme commentaire c'est que en Europe, par exemple, en France, ils sont en train de, Elisabeth Borne, qui est la ministre de l'Éducation nationale actuellement, est en train de penser comment créer une IA uniquement pour le système d'éducation nationale, c'est-à-dire pour les enseignants. Et puis, il faut penser après à créer une IA pour les élèves, c'est-à-dire que c'est une IA, un chatbot qui sera interne au système d'éducation nationale. Donc, et tous les mois, il y a des formations qui sont offertes sur l'utilisation de l'IA, comment utiliser l'IA pour monter les cours, créer des séquences, etc., automatiser certaines tâches, etc. Donc, par contre, chez nous, en Afrique, au Cameroun, les gens de plus en plus sont sont réticents à l'utilisation de l'IA ou l'utilisent mal. Et pourtant, en réalité même, on devrait plutôt profiter de la force de l'IA pour pouvoir faciliter la vie, parce qu'on a déjà trop de difficultés. Je prends un cas simple comme ça pour créer une leçon. Si vous voulez faire une leçon sur le subjonctif présent, ça ne sert plus à rien de passer 10 heures, ou bien je vais dire 2 heures pour créer un exercice. Alors, allez, faites un bon prompt et puis ChatGPT vous propose un exercice et vous l'adaptez à votre public. C'est plus facile, des QCM, etc., etc. Donc, pour créer des cours, même pour avoir accès à certains documents, demandez à ChatGPT de vous donner un lien qui vous mène aux documents qui parlent du tourisme. Alors là, ça vous évite de tuer de gaspiller trop de temps sur d'autres tâches et en vous facilitant, en vous réduisant dans ce temps de recherche, vous pouvez donc vous consacrer à la pédagogie, c'est-à-dire aux méthodologies d'enseignement. La pédagogie, c'est quoi même aussi la gestion de votre salle de classe, à la gestion de l'autorité, à tout ce qui concourt à la gestion aux dynamiques de classe. Ça, c'est ce que j'allais dire parce que moi, j'ai proposé, par exemple, une masterclass sur
l'utilisation de l'IA, cette masterclass devait avoir lieu le 22, mais j'ai pas eu le temps de le faire. Il faut que les enseignants s'approprient cet outil-là, qui est un très grand outil aujourd'hui qui peut faciliter la tâche aux enseignants. Effectivement, parce que les élèves le consultent, il faut que les enseignants aient une longueur d'avance. Ça, c'est situation de vie, les situations de problème. C'est plus facile si vous avez, il faut connaître aussi la manipulation, les prompts et tout. Vous avez des bons trucs et puis vous adaptez à votre public cible. Ça, c'est mon invite à tous les enseignants. Et le même conseil que le docteur Eric aux collègues qui vont aller en stage, c'est qu'il n'y a pas d'enseignant parfait. OK, il faut prendre ça pour les gens contents. Il n'y a pas d'enseignement parfait. Il n'y a pas d'enseignant parfait. Il n'y a pas d'enseignant totalement juste tout le temps. OK? Faites ce que vous pensez être juste et soyez juste envers vous-même et envers les élèves. Et puis, le reste, lorsque vous faites une erreur, vous commettez une erreur, vous vous rendez compte que vous posez trop de questions aux filles ou à telle ou telle autre personne, faites l'effort de vous remettre en question, on appelle ça auto-réflexion, et puis pour pouvoir améliorer et corriger. Alors, la question à qui d'autre? Qui veut prendre la parole? Demain, rappelant que demain, on va continuer encore avec le docteur Achille, qui va nous entretenir sur la question du projet pédagogique de la progression. Et en rappelant que cette session est enregistrée, elle sera publiée sur YouTube, la session de demain également. Alors, Josias Conan a levé la main. On lui passe la parole pour une dernière prise de parole. Le docteur va conclure et on va se séparer. Merci beaucoup. Josias Conan. Oui, bonsoir, monsieur. Merci, docteur, pour la parole. Toujours pour répondre sur le phénomène de l'IA. Juste pour dire que c'est un constat. Et que en Afrique, bon, je ne sais pas si, mais en Afrique, j'ai fait un constat, est que le phénomène où ce qu'on appelle l'IA est comme un sujet, est un sujet un peu tabou, disons tabou même au niveau de l'enseignement, car nous voyons seulement le côté négatif qui, on pense déjà au plagiat qui va faire que les élèves ne vont plus réfléchir, tout ça. Mais à y voir un peu plus haut, il y a aussi un bon côté. Un bon côté qui peut faire qu'on peut intégrer ça dans nos cours, qui va nous faciliter et nous faire gagner en temps. Ma question est est-ce qu'en Afrique, nous pouvons arriver à ce phénomène-là d'intégrer l'IA dans l'enseignement comme dans les autres pays? Il y a l'autre docteur l'autre enseignant qui vient d'intervenir là, qui disait qu'en France, ils sont en train de créer une IA spécialement pour, je ne sais pas, un collège ou une école. Et j'ai suivi un enseignement comme ça aussi où il y a une prof une prof autrichienne qui a dit qu'il y avait une université là-bas qui a spécialement une IA conçue pour l'école et qui permettait aux profs de pouvoir gagner en temps et bien faire les cours, pouvoir créer d'autres trucs qui vont permettre aux élèves et étudiants de pouvoir se dépasser. Et j'aimerais savoir si en Afrique, nous pouvons arriver à ce niveau. Voilà, c'est ma question. La parole est au docteur Eric. Merci bien, chers collègues, pour la question relative à l'intelligence artificielle. Alors, est-ce que les pays africains parviendront-ils un jour à créer une nette émulation, un environnement où l'intelligence africaine est vraiment, l'intelligence artificielle est vraiment appliquée? Je pense oui. Ça, oui, parce que une chose est certaine, c'est que les États africains font de plus en plus des efforts
Même si on a l'impression que par moment ce n'est pas totalement bien pensé, bien structuré, même si on a l'impression que c'est ceux qui financent l'éducation, qui donnent les grandes orientations et d'emblée, lorsqu'ils sortent un jargon, certains États en voie de développement sont obligés de s'aligner. Même si il est évident que l'avancée technologique n'a pas encore atteint le niveau qu'il faut pour pouvoir créer une telle émulation, de telles pratiques, mais il n'en demeure pas moins vrai que il y a quand même des efforts qui sont faits. Au Cameroun aujourd'hui, je crois que la communauté éducative de ce pays est en train de préparer la rentrée scolaire et le thème portait justement sur l'intelligence artificielle et c'est ça la vision en Afrique aujourd'hui. Nous avons apparemment perdu le docteur Achille. On ne va pas laisser le vide. Pour aller dans le même sens que le docteur, je dirais peut-être qu'il faudrait que, en dehors de ces efforts, ces macro-efforts, que les enseignants eux-mêmes puissent se former et qu'ils puissent prendre à bras le corps la question de l'IA. Okay, et qu'ils puissent participer, se former, s'auto-former, formation continue, voilà. Lorsqu'il y a un webinaire qu'ils assistent, il y a aussi des MOOC qui sont gratuits sur Internet, il y a des tutoriels, il y a des cours, des conférences sur YouTube. Il faut que les enseignants s'investissent aussi dans cela. Okay? Donc, si le gouvernement met en place des politiques et que les acteurs eux-mêmes ne sont pas conscients de la force de l'IA, il faut bien comprendre que la mise en œuvre sera plus ou moins complexe et insuffisante. Ok. Nous sommes déjà à 20h33 depuis Paris et il est 19h33 temps universel ou 18h, je sais pas. Le docteur Achille n'est plus là, donc on va faire un bref topo pour se séparer. Donc, ce jour, le docteur Achille a traité des questions de l'APC et du process, comment préparer un cours. Il a notamment dit que l'APC, c'est la pédagogie de l'intégration. Il a dit qu'il ne faut pas improviser dans le cadre, il est déjà là, le docteur, dans le cadre d'un cours selon le modèle APC et qu'une séquence didactique, il a présenté tout le cheminement possible. Et les débats ont tourné autour des questions d'IA, des questions de projet, des questions d'intégration et des questions d'autorité. Donc, le docteur était en train de répondre, de s'étaler sur la question de l'IA et de la mise en œuvre en Afrique. Puisqu'il est là, il achève son propos et on se sépare pour laisser les uns aux autres, permettre aux uns aux autres de vaquer à leurs occupations pour que demain on revienne avec la même énergie. Est-ce que le docteur m'écoute? Est-ce qu'il peut achever son propos sur l'IA? Bien. Je crois qu'il a tout dit. Hein. Effectivement, que la rentrée pour le Cameroun, par exemple, c'est la thématique, c'est sur l'IA. OK. Donc, chers collègues, le docteur Achille, je vous remercie d'avoir accepté de docteur et inspecteur pédagogique, hein, il faut bien le rappeler, c'est très important cette précision. Merci d'avoir donné de votre temps à notre association, l'association des professeurs d'espagnol, des hispanistes du Cameroun, de nous avoir entretenus sur cette thématique, sur ces questions, et merci à tous ceux qui sont en ligne. Je vous invite, toujours le même post que vous avez vu je vous invite à venir massivement demain à la même heure pour qu'on parle des questions de projets pédagogiques et de progression. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.